Allez, c'est reparti pour donc la partie 3, génération d'une sinusoïde. Ça m'a permis de faire une petite pause, me réhydrater avec une petite boisson énergisante que je vous laisserai deviner. Génération d'une sinusoïde. Donc alors, alors on va regarder un petit peu comment justement créer, comment est créé cette tension et ce courant alternatif à l'aide des alternateurs. J'en ai parlé tout à l'heure au niveau des centrales nucléaires, des éoliennes, hein, voilà. Typiquement, hein, derrière l'éolienne, hein, derrière les pales, qu'est-ce qu'on a? On fait tourner un alternateur. Les turbines des centrales nucléaires, des centrales à gaz, à charbon, font tourner aussi des alternateurs qui vont permettre donc de créer cette énergie électrique qu'on va transporter par la suite, comme je vous l'ai présenté dans le début du cours. Alors, pour ça, j'ai fait des petites captures d'un site qui est bien fait, où il y a des petites animations flash que je vais reprendre avec vous. Voilà. Si je mets un aimant que je fais tourner sur le devant d'une bobine. Cet aimant va engendrer un champ magnétique. Ce champ magnétique, si je fais tourner la bobine, va varier d'une grandeur max positive à une grandeur max négative. Et cette variation du champ magnétique au bord de la bobine va engendrer un courant dans cette bobine qui va avoir la forme d'une sinusoïde, qui est ici. Voilà ce qui se passe. Donc ici, on voit quand le champ magnétique s'annule, bien entendu, et quand il est max, hein, on voit la position du champ magnétique max qui a introduit un courant max au niveau de la bobine. Ok, voilà la création du champ magnétique. Donc on comprend déjà un petit peu comment va fonctionner les alternateurs, sauf qu'on va pas s'arrêter à une bobine. D'ailleurs, vous l'avez vu, de toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo d'introduction du cours, hein, justement la création du triphasé. C'est exactement ce principe-là sur lequel fonctionnent les alternateurs. Si je vais un petit peu plus loin, si j'ajoute une bobine à la première, je me retrouve avec un champ magnétique max, par exemple, comme ceci, hein, positif, un champ magnétique B2 max qui est lié à cette bobine ici. Si je fais la résultante des deux, il faut savoir que le champ magnétique est modélisé par un vecteur. Si je fais la somme de ces deux vecteurs, j'obtiens un vecteur résultant qu'on va appeler B, qui est ici. Vous l'avez vu dans le film d'introduction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 3 bobines à 120 degrés, qui vont engendrer donc trois champs magnétiques, enfin en tout cas 3 champs magnétiques variables vont être engendrés à l'aide d'un aimant tournant, pour lesquels on va introduire donc des courants, enfin 3 sinusoïdes, 3 courants de forme sinusoïdale au niveau de chaque bobine. Et si je fais la somme de ces différents champs magnétiques, j'obtiens une résultante qu'on va voir là. Je crois que c'est sur cette vidéo, si je ne me trompe pas, enfin sur ces petites animations flash, voilà. Une résultante de norme constant tournante, à une vitesse constante. Norme constante, vitesse constante. C'est le champ tournant ici. Et là, on a bien compris que quand on va faire tourner donc c'est cet aimant qui va avoir lui donc du coup une résultante de champ magnétique constante à vitesse constante, on va engendrer donc 3 courants de forme sinusoïdale au niveau des bobines. Et du coup, on réalise le fameux courant triphasé. Donc ici, même représentation, sauf évidemment avec un aimant, et on vous dit c'est le principe du fonctionnement du moteur synchrone. Voilà. Si j'introduis ici du courant dans chaque bobine, qu'est-ce que je fais? Je vais créer un champ magnétique, 3 champs magnétiques, et le rotor va se mettre à tourner ici à la vitesse du champ magnétique. C'est le principe du moteur synchrone. Le principe du moteur asynchrone, il est sensiblement identique, sauf que ici on va avoir, on en reparlera au niveau du cours pour être un petit peu plus précis. La particularité ici, c'est que le rotor ne tournera pas exactement à la même vitesse que le champ de synchronisme au niveau des bobines. On va parler de glissement. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on va le voir justement juste après. Voilà, donc on va voir que ici le champ magnétique ne tourne pas à la même vitesse que le rotor. Ça c'est pour le cas des moteurs, en fonction de moteur. Si c'est la génératrice, si c'est une génératrice, on comprend bien que c'est l'inverse, c'est le rotor qui tourne et qui va créer donc 3 courants de forme sinusoïdale dans chaque bobine. Ok? Voilà, je reviens sur le cours. Bon, je vous laisse relire ça si vous le souhaitez. Mettez sur pause et puis remettez, voilà, refaites un petit peu de lecture si vous avez des soucis de compréhension. Le lien du site, je sais pas si vous allez le voir là, si vous l'avez là-haut, vous pourrez le voir. Bon, après, je sais pas si c'est forcément utile. Vous pouvez repasser la vidéo, vous verrez exactement la même chose.
Alors qu'est-ce que je vous dis? Le vecteur champ magnétique, pardon, dans chaque bobine va créer une différence de potentiel, qui est la tension, ça on l'a déjà vu, on en a déjà parlé l'année dernière, et un courant de forme sinusoïdale, donc peut-être triphasé. Pourquoi? Parce que j'ai bien mes trois bobines. La vitesse de rotation de la résultante des vecteurs, d'accord, des champs, des vecteurs champs, appelés pulsation. Elle est notée oméga. Vous me surlignez pulsation, oméga en radians par seconde. C'est la vitesse dont j'ai parlé tout à l'heure de la résultante du champ magnétique. C'est sa vitesse en radians par seconde. Elle est directement liée à la fréquence du signal par la relation suivante. Oméga est égal à 2πf. Oméga en radians par seconde, f en hertz. C'est essentiel, oméga définit la pulsation du signal. Voilà, la vitesse de rotation de quoi? De la norme du champ magnétique, on vient de le voir, en radians par seconde. Ça va? Allez, j'avance un petit peu. Alors voilà les signaux, on les a vus un petit peu au début du cours, on va les reprendre, on va les détailler un petit peu plus, et puis on va apporter quelques relations théoriques par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la tension, donc la tension est définie par UT qui est égal à Umax fois sinus oméga t, on en a parlé au début du cours, on est bien sur la fonction sinus, sinusoïde, d'accord, avec la variable de temps et oméga, la fameuse pulsation. Voilà, et la valeur max ici, bien évidemment, de la tension. De la même façon, le courant est défini, donc la fonction du courant est définie par quoi? Imax qui est égal à sinus oméga t moins phi. Alors on va parler tout de suite de phi après, et on va voir à quoi ça correspond. Donc les deux relations, vous les avez là. Je pense que, voilà, je pense qu'il faut les connaître, c'est important. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose à connaître dans ce cours, mais en tout cas voilà, vous savoir les retrouver une fois que vous avez le signal. Je pense sincèrement qu'on vous les redonnera au niveau du sujet, mais bon, pour voilà, apprenez-les, c'est préférable quand même. Les grandeurs associées à ces deux équations, t, la période du signal en secondes, pas de problème, ça on l'a déjà vu, la fréquence en hertz, f est égal à 1 sur t, on vient d'en parler, oméga la pulsation, c'est fait, 2πf qui est égal à 2π sur t, puisque f est égal à 1 sur t, et enfin, voilà, je viens d'en parler, le déphasage entre le courant et la tension. Le déphasage, c'est l'angle phi. L'angle phi, ici, il exprime que le courant peut être en retard ou en avance par rapport à la tension. On voit bien, si je reprends les deux signaux ici, que l'un est en retard ou en avance par rapport à la tension. Généralement, on parle du courant. Comment est défini ce retard? Cet angle, du coup, en radian qui est en retard, par la relation, ici, phi qui est égal à oméga t. Oméga delta t, oméga t. Avec le temps ici de déphasage qu'on a entre les deux signaux. Si je reprends oméga, qui est en radian par seconde, que je multiplie par le temps, je vais bien obtenir quoi? La grandeur d'un angle, c'est-à-dire des radians, qui va me donner phi, l'angle de déphasage entre les deux signaux. Voilà, important, il faut savoir que dans le triphasé, on aura toujours du déphasage. Je continue sur les relations théoriques et on va passer sur les valeurs moyennes. Alors on les a déjà un petit peu traitées, là on va apporter les outils mathématiques sur ces valeurs moyennes, on les a traitées en activité expérimentale, vous avez fait des calculs là-dessus, avec des calculs de surface. Donc je vais reprendre ça et puis on va regarder un petit peu ce que vous avez fait en maths par rapport à tout ça. La valeur moyenne U moyen est telle que U moyen fois T est égal à S, où S représente la surface, on vient de surface, comprise entre la courbe et l'axe des abscisses dans l'intervalle 0 et T. On l'a fait, si je prends... je m'étonne de ce tracé parfait à la souris, vous le remarquerez avec moi. Voilà, par exemple, le texte tout de suite est quand même moins joli, mais si je définis une courbe U de T en fonction du temps, voilà, je vais faire n'importe quoi, très bien, et que je vais chercher la surface, calculer la surface sous cette courbe, entre U de T et donc l'axe des abscisses T, et que je multiplie, on va prendre du bleu, par 1 sur T, j'obtiens quoi? J'obtiens la valeur moyenne de U de T.
Alors, vous l'avez fait en activité expérimentale en début d'année, vous avez fait des calculs d'air et vous avez divisé par la plage sur laquelle vous avez travaillé, vous avez fait votre calcul d'air et on obtenez bien la valeur moyenne. Vous l'avez aussi défini en mathématiques par cette relation, 1 sur B moins A, intégrale de A. Alors, j'espère que vous avez fait les intégrales de B de f de x dx. Voilà. Ça, vous l'avez fait en maths. Vous avez défini ça en maths. Voilà, f de x dx. Voilà. Avec le 1 sur b moins a qui correspond ici à notre intervalle de temps, qui est là, qu'on retrouve ici, et l'intégrale donc de f de x de a à b, nous, ça sera de 0 à t, u de t fois dt, donc f de x fois dx en maths, u de t fois dt pour nous, puisque c'est la variable de la grandeur tension sur laquelle on travaille, avec quoi? Notre variable de temps, et puis x. Et ça, que représente ça? L'intégrale de 0 à t de u de t, ça représente l'air sous la courbe. Voilà. Si je divise par t, c'est r, j'obtiens la valeur moyenne. Voilà comment on va retrouver ces relations assez facilement. C'est des choses que j'ai traitées en maths, qu'on a fait ensemble, normalement ça devrait fonctionner. On a même fait des calculs d'énergie ici, alors plus en, pour le coup, en divisant par t, mais en multipliant par t pour faire des calculs énergétiques. Par exemple, une puissance en fonction du temps, typiquement. Où on calculait l'air, justement, pour avoir l'énergie. Bah c'est tout. Alors, si, dernière petite chose fondamentale quand même, c'était pour en arriver à ça. Si je regarde la tension moyenne sur un régime alternatif sinusoïdal, cette tension moyenne, elle est tout simplement nulle. Si je reviens sur mes courbes, ici, on s'aperçoit que l'air au-dessus de l'axe des abscisses est égal à quoi? Eh bien, est égal à l'air en dessous des axes des abscisses. C'est-à-dire que ici, la tension moyenne est nulle. Alors, vous allez voir, du coup, on va pas parler de tension moyenne. Pourquoi? Parce que vous avez bien compris qu'elle était nulle, mais on va parler de valeur efficace. Alors ça, c'est vraiment essentiel sur les régimes alternatifs. Pourquoi? Parce que on peut plus faire comme on faisait avant, pour que ce soit pour le moteur à courant continu, pour toutes les grandeurs qu'on utilisait, on parlait généralement de tension moyenne. Étant donné qu'elle est nulle, ici, ça n'aurait pas de sens. Donc il va falloir qu'on définisse une nouvelle valeur qui est la valeur efficace. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? La valeur efficace notée UF ou IF est la valeur de la tension ou du courant continu, j'insiste, de la tension ou du courant continu, qui produirait le même échauffement dans une résistance que la tension ou le courant sinusoïdal. Voilà comment est définie la valeur efficace. On l'a vu ça au début du cours, perte joule égale puissance moyenne qui est égale à R fois I efficace au carré. Alors on avait parlé que du courant, mais ici si je prends le courant moyen il est nul, donc on va parler de courant efficace qui est égal à quoi? Vous savez que U égale R, donc qui est égal à U efficace au carré sur R. On a vu ça l'année dernière dans la séquence numéro 9 je crois de mémoire sur les lois fondamentales électriques. Allez, vous pouvez me retenir ça, même si je pense qu'on vous le rappellera quand même, pas sûr, que U efficace est égal à U max sur racine de 2, que U efficace est égal à I max sur racine de 2. Voilà, ces deux relations pour calculer tension efficace et courant efficace. La forme, la forme mathématique, et vous voyez, il va falloir que je prenne à nouveau une petite pause. La forme mathématique de ces deux grandeurs, efficace et efficace, est ici. Pour le coup, ça ne la prenez pas par cœur, ça sert à rien, vous ne travaillerez pas sur les intégrales le jour du bac, il y a très peu de chance quand même. Donc voilà, retenez juste que efficace est égal à U max sur racine de 2, la même chose pour la grandeur I efficace. Voilà. Donc vous l'avez compris, je viens de trop parler sans faire de pause. Donc à nouveau je vais faire un petit break, histoire d'aller boire un coup, et de l'eau évidemment. Et je relance une vidéo pour la suite du cours, et on va passer du coup sur les convertisseurs alternatifs, c'est-à-dire moteur asynchrone et moteur synchrone. Allez, je vous reprends tout de suite, à tout de suite.